La dernière étape de l'âge des dinosaures s'est caractérisée par certaines des plus grandes et des plus capables espèces à survivre sur notre planète. Des bêtes volantes, telles que le Quetzalcoatlus, régnaient sur les cieux. Un puissant Elasmosaurus dominait les mers, et la Terre était un terrain de chasse pour les carnivores les plus puissants. Mais un seul pouvait être appelé roi du Crétacé, et ce titre fut contesté lorsque son plus grand prétendant, le Tyrannosaurus Rex, rencontra son adversaire et plus grand obstacle, l'ankylosaure. Ce que cela signifiait vraiment d'être un roi au Crétacé. Pour les écosystèmes du Crétacé supérieur, nous n'utiliserons pas le terme « roi » uniquement pour désigner la force physique ou la taille de l'animal, mais sa capacité à influencer l'environnement. Ce principe est facile à observer aujourd'hui. Un lion domine son territoire dans la savane africaine, grâce à sa force et son contrôle sur l'abondance de proies. Dans cette discussion, nous prendrons en compte la position dans la chaîne alimentaire, les interactions avec les prédateurs et leur prédominance dans l'environnement. Il doit être clair que maîtriser la chaîne alimentaire implique de pouvoir accéder aux sources alimentaires de manière durable, sans dépendre du hasard ou de la fortune. De nos jours, nous avons des oiseaux de proie qui régulent la population de petits mammifères et de rongeurs. Dans l'écosystème Crétacé, la même logique s'appliquait. Un animal qui influençait directement la disponibilité alimentaire d'autres espèces exerçait un contrôle essentiel sur son environnement. Les interactions avec les prédateurs sont un autre critère clé. Les animaux qui font face à peu de menaces directes ont une plus grande liberté de se nourrir, de se reproduire et d'étendre leur influence. Un éléphant ou un rhinocéros adulte est rarement attaqué par des prédateurs. Cette sécurité relative permet à un roi d'avoir un impact plus durable sur son écosystème. Enfin, la prédominance dans l'environnement fait référence à la capacité de s'imposer face aux adversités d'un espace physique. Les animaux qui monopolisent les territoires, l'eau, la nourriture ou les abris, définissent la répartition des autres espèces et le flux de l'écosystème. Les jaguars ou loups modernes, par exemple, maintiennent de vastes zones où leurs proies doivent s'adapter à leur présence. Avec tout cela clair, examinons de plus près la compétition entre deux des géants les plus forts de l'ère Crétacé et, à travers ces critères, voyons qui mérite d'être appelé roi. Le candidat évident, Tyrannosaurus Rex. Lorsqu'on parle de prédateur suprême au sein du superordre Dinosauria, le T-Rex est la référence la plus importante existante. Les connaisseurs et les fans s'accordent à dire que ce tyrannosaure n'a pas vécu avec de véritables rivaux pendant toute son existence. C'était un théropode à la constitution robuste, reposant sur ses deux puissants membres postérieurs, gardant le dos parallèle au sol et la queue droite en position horizontale pour s'équilibrer. Bien que tyran et force excessive soient deux concepts qui semblaient aller ensemble, la vérité est qu'il n'était pas un lézard présomptueux. Il chassait par embuscade et exploitait efficacement toutes ses capacités. Après tout, il avait un excellent odorat, et ses yeux, tournés vers l'avant, lui donnaient une vision profonde, particulièrement utile pour chasser des proies dans des zones cachées. Sa taille, bien que pas la plus grande de la famille des Tyrannosauridés, surpassait la mégafaune herbivore de l'époque.
avec des mesures dépassant largement 12 mètres de long, c'était un roi qui voyait tout le monde d'en haut et qui ne baissait la tête que lorsque venait l'heure de manger. Et comme si cela ne suffisait pas, leur caractéristique différentielle en tant qu'espèce était leur forte densité osseuse, leur musculature proéminente et, par conséquent, leur poids approximatif. De nombreux experts estiment que les adultes les plus développés pesaient près de 10 tonnes, alors que d'autres carnivores étaient limités dans leurs efforts de chasse par leur force limitée. La taille et le poids du T-Rex lui permettaient de chasser seul, d'abattre de grosses victimes et d'écraser leurs os comme des baguettes. La grandeur des estimations d'un dinosaure, dont seuls les fossiles sont conservés, a profondément captivé le monde entier. Des œuvres comme Jurassic Park, tant dans son livre que dans sa version cinématographique, ont posé les bases de cette admiration aveugle. Après tout, bien qu'il existe plus de 100 familles de dinosaures avec au moins 1000 représentants à ce jour, seul le Grand Rex a été désigné comme référence de domination totale. Et oui, on dit admiration aveugle, car dans la nature, les rôles de proie et de prédateur peuvent être inversés en moins d'une seconde. Après tout, être le prédateur dominant ne signifie pas que toutes les proies sont vulnérables. Le rival inattendu, l'ankylosaure. C'est alors que les jeux de pouvoir du Crétacé introduisent un prétendant au trône, l'ankylosaure, un géant doux dont le plus grand mérite est de ne jamais s'incliner facilement sous l'étiquette de proie vivante. Les premiers membres de cette famille sont apparus il y a environ 130 millions d'années, durant le Crétacé inférieur, et ont survécu jusqu'à la fin de l'ère reptilienne. Son nom signifie « lézard fusionné », un terme qui fait allusion à la composition de plaques osseuses servant d'armure sur tout son corps. Ces prétendants formaient un groupe étendu de dinosaures, dont les restes ont indiqué les points qu'ils ont colonisés à travers le globe, de l'Amérique et de l'Europe jusqu'à l'Antarctique. Leurs proportions ne sont pas énormes. C'est pourquoi de nombreux prédateurs les considéraient comme une source potentielle de nourriture. Cependant, l'évolution les a amenés à générer leur propre mécanisme de défense, basé sur un corps lourd, extrêmement robuste en largeur et très proche du sol. C'est une variante adaptative de ce que l'on observe aujourd'hui chez de nombreuses tortues, mais orientée vers la survie totale, dans des environnements d'hostilité maximale. À cela s'ajoutaient des couches entières de armure qui pouvaient varier en forme et en proportion selon l'espèce. Des épines traversant son corps à de plus grandes protubérances, dont la résistance menaçait de briser tout type de croc. Et, à de nombreuses reprises, ces armures osseuses s'étendaient de la tête aux pieds, intériorisant même le squelette lui-même. Ils avaient aussi une très longue queue, dont la largeur diminuait progressivement jusqu'à atteindre la pointe. Les nodosaures, cousins partageant une très grande parenté avec Ankylosaurus, avaient autrefois ces queues couvertes d'armure ou de pointes. Ils étaient essentiellement une autre partie du corps à défendre, quelque chose qui faisait la différence pour cette espèce et ses cousins, à la fois en paléontologie et dans la lutte pour le trône du Crétacé. Après tout, la queue de la famille des Ankylosauridae se terminait par une formation lourde de plaques osseuses, fusionnées et de tendons. Ce n'était pas qu'une autre partie à défendre, c'était l'axe central de leur défense contre les grands prédateurs.
la vraie question de la confrontation. Les deux animaux se sont affrontés à plusieurs reprises dans le même scénario. Les deux représentent le meilleur en matière de carnivores et d'herbivores. Si Ankylosaurus avait accepté de faire partie du menu du T-Rex, la réponse serait simple. Cependant, le puissant roi des tyrans jurassiques pourrait-il vraiment chasser les lézards cuirassés? Ou est-il plausible d'imaginer un scénario où un prédateur capable de plier des barres métalliques avec sa morsure aurait évité de chasser l'Ankylosaurus? Pour comprendre l'ampleur de ce qu'une rencontre entre les deux espèces aurait pu signifier, il est nécessaire de mieux comprendre chacune d'elles. Leurs jalons en tant qu'espèce dominante, leur anatomie évolutive et leur comportement sont capables de révéler une grande variété de forces et de vulnérabilités. Plus nous connaissons ses vertus et défauts, plus nous pouvons simuler avec précision comment une confrontation entre les crocs les plus coriaces versus la défense la plus solide du Crétacé se serait développée. La spécialité de chaque prétendant. Grâce à des découvertes fossiles de T-Rex dans des endroits comme la formation de Hell Creek, les experts ont pu recréer non seulement leur squelette, mais aussi leur pouvoir mordant. Chez les spécimens ayant atteint l'âge de la majorité, une force de morsure d'environ 35 000 à 57 000 newtons a été enregistrée. Comme nous l'avons dit plus tôt, ces dinosaures étaient capables d'exercer une pression capable de déformer le métal sous leurs dents, similaire au travail d'une presse industrielle. Bien qu'exercer une telle force puisse aussi user leurs crocs, on sait qu'ils ont pu remplacer leur dentition perdue tout au long de leur vie. Les livres anciens et la culture populaire dressent un tableau de dents pointues et saillantes. Cela contraste avec ce qui précède, car la résistance des dents dépendrait d'un autre facteur, l'environnement. Cependant, des études récentes ont brouillé cette image ancienne et clarifient que les tyrannosauridés avaient des lèvres qui cachaient leur dentition. Cela les différencie encore davantage de l'image référentielle des reptiles et les rapproche des lézards, comme le dragon de Komodo, mais avec une force des milliers de fois plus brutale. Tyrannosaurus rex vivait dans des forêts ouvertes, un environnement où les clairières alternaient avec des bosquets de conifères, chênes, érables et bouleaux, tandis que le sol était couvert de fougères et de plantes à fleurs. Parmi cette végétation pétraient les herbivores que le T-Rex traquait. S'il ne les voyait pas au début, il avait peut-être perçu leur odeur. Après tout, selon l'analyse du rapport du cortex crânien, près de la moitié de son cerveau correspondait aux hémisphères cérébraux associés à l'intégration sensorielle. En termes simples, il avait une grande capacité à percevoir son environnement par son odorat et sa vue. Et bien que sa taille puisse poser problème pour les mouvements rapides, une grande narine dans son crâne lui permettait d'avoir une excellente capacité respiratoire. Cela se traduit par un flux d'air beaucoup plus important qui atteint les muscles, ce qui facilitait de véritables poussées de vitesse. Bien qu'il ne durait pas très longtemps, on estime que le T-Rex était capable d'affronter des courses allant jusqu'à 36 km/h, vitesse similaire au trot d'un cheval adulte. Il n'était pas capable d'effectuer de grandes manœuvres autrement que de courir brièvement en ligne droite, mais leur foulée, jusqu'à 4,5 mètres, leur permettait de tendre une embuscade à leur proie avec une efficacité terrifiante. Avec ses jambes puissantes
et un crâne énorme, la seule chose qui reste à couvrir est peut-être son point le moins visible en tant que chasseur, ses griffes. Les experts n'ont trouvé aucune utilité réelle aux membres postérieurs anormalement courts de cette espèce de Tyrannosaurida. Le consensus est que l'évolution a concentré ses ajustements sur des points clés, comme sa mâchoire et ses membres inférieurs, déformant ainsi l'utilisation de ses griffes. Bien qu'ils ne fussent pas des appendices inutiles, leur extension leur apportait peu d'avantages dans des situations très spécifiques, comme lorsqu'ils tenaient une grande proie ou un couple reproducteur. En ce qui concerne son prétendant herbivore, nous avons une véritable forteresse vivante, capable de se déplacer avec une impunité surprenante dans le Crétacé hostile. La raison réside dans leurs ostéodermes, des plaques osseuses qui se formaient dans la peau, fonctionnant comme une armure naturelle, protégeant une grande partie de leur corps. Ces structures n'étaient pas des os du squelette interne, mais des dépôts de tissus osseux incrustés dans le derme, qui grandissaient et se développaient avec la peau de l'animal. Ces plaques d'armure primitives pouvaient prendre diverses formes. Certaines étaient larges et ovales, recouvrant la colonne vertébrale comme des boucliers superposés, tandis que d'autres se transformaient en protubérances pointues ou en épines dépassant des flancs et du cou. Les ostéodermes étaient l'élément principal de leur armure dorsale, qui pouvait couvrir le cou, les épaules, le dos et la queue en une seule configuration défensive. Dans toutes les variantes d'Ankylosaurus, cette défense s'étendait à travers son corps sous forme de bandes transversales. Les espaces entre eux étaient remplis de petites protubérances osseuses de la taille d'un pois, ce qui maintenait la cohésion de la défense tout en assurant une certaine flexibilité. De plus, la tête n'était pas exempte de ces revêtements, avec de minuscules plaques osseuses qui, chez certaines espèces, s'étendaient jusqu'aux paupières. Il favorisait également la croissance de petites cornes supérieures et inférieures. L'idée derrière ce bac vivant est qu'il est indissociable du sol, et c'est peut-être la raison évolutive qui a conduit certaines espèces à évoluer avec un déplacement rampant. Ces petits membres maintenaient l'Ankylosaurus près du sol, de sorte qu'il ne pouvait se nourrir que de plantes ne dépassant pas 2 mètres de hauteur. L'explication scientifique de cette posture est donnée par son poids, environ 8 tonnes, qui a laissé derrière lui celui de nombreux prédateurs de la famille des Tyrannosauridae, n'étant surpassé que par le T-Rex lui-même. Ce design biologique privilégiait la recherche lente plutôt que l'agilité, des estimations indiquant que le dinosaure pourrait atteindre des vitesses maximales d'environ 6 à 8 km par heure. La combinaison de toutes ces caractéristiques en faisait un animal très difficile à chasser seul. On ignore s'il se déplaçait en troupeau ou en petits groupes, mais il est possible que la vue de 2 ou 3 de ces grands herbivores ait naturellement dissuadé les prédateurs de taille moyenne, comme les dromaeosaures ressemblant à des rapaces. Cependant, même si elle était menacée par un prédateur moyen ou grand, percer ses défenses était un processus aussi lent que potentiellement douloureux. Cette stratégie est connue dans la nature sous le nom de « résister au lieu d'éviter » et elle est typique des tatous et des porcs épics. Un prédateur qui tente de mordre ne trouve qu'une surface dure, inégale ou bosselée. Cette résistance passive
oblige les chasseurs à chercher des proies plus faciles, favorisant la survie de leurs victimes. Le grand détail qui différencie l'ankylosaurus de ses cousins et d'autres animaux modernes est que son modèle de résistance à l'attaque inclut la contre-attaque. Ces chars médiévaux vivants transformaient la pointe de leur queue en boule de démolition. Comme nous l'avons déjà mentionné, cette structure était composée de tendons et de vertèbres caudales fusionnées, ce qui créait une sorte de poignée rigide. De même, le pommeau qui composait la pointe était également créé à partir des ostéodermes et atteignait généralement une taille comprise entre 30 et 60 cm de large. Bien que les hypothèses ne reposent pas sur des preuves tangibles, on estime qu'elle pourrait peser entre environ 25 et 40 kg. C'était un outil long et lourd, mais sa mobilité n'était pas du tout maladroite. Leurs vertèbres caudales servaient d'ancre pour maintenir la posture haute du globe, tandis que les muscles à la base de la queue leur offraient de la flexibilité. Bien que loin du niveau d'un fouet, cela leur permettait de balancer le maillet d'os de gauche à droite avec une grande rapidité et puissance. Des études biomécaniques indiquent que les massues caudales des ankylosauridés, dont Ankylosaurus magniventris, le plus grand de son espèce, pourraient générer des impacts de près de 15 000 newtons, soit environ 1,5 tonnes de force, plus que suffisante pour casser des os lors de l'impact. Comment les grands prédateurs attaquent normalement et leur problème avec l'ankylosaurus. Avec tout ce que nous avons déjà entendu, si vous tombiez sur un ankylosaure alors que vous étiez un tyrannosaure rex, comment aborderiez-vous votre proie? Selon les analyses de masse endocastes ou crânio-cérébrales réalisées à partir de fossiles du roi tyran, on estime que ses capacités perceptives étaient supérieures à celles des reptiles carnivores modernes. Bien sûr, il restait inférieur aux mammifères prédateurs, comme les loups, mais cela ne faisait pas d'eux des bêtes sanguinaires sans raison lors des attaques. On peut en déduire qu'ils avaient au moins 3 schémas d'attaque pour traiter la mégafaune du Crétacé. Attaque latérale, coup de terre et morsures à la tête ou au cou. Premièrement, les attaques latérales sont efficaces pour déséquilibrer les proies quadrupèdes. Ils sont l'étape intermédiaire de la chute, mais ils fonctionnent d'eux-mêmes pour que l'herbivore perde son centre de gravité et ne puisse plus fuir. Cela peut se produire dans des scénarios de poursuite courte, interrompant l'évasion de la proie par un éperonnage latéral, utilisant tout le corps. De même, les flancs ont généralement des zones vulnérables, dont les grands tyrannosauridés peuvent profiter pour mordre et maîtriser leur source de nourriture, tant qu'ils respirent encore. Dans le cas où l'animal est enclin à fuir ou pire à se battre, faire tomber serait la stratégie la plus concluante. Compte tenu de la différence de poids, il est probable que toutes les chasses au T-Rex se soient terminées par un abatissement qui expose les parties faibles et empêche définitivement l'évasion. Par exemple, chez les herbivores dangereux, comme le Tricératops, empêcher qu'il adopte une posture d'attaque se règle par une soumission au sol. Et dans les cas où leur proie est un membre faible ou âgé de leur propre espèce, les mettre à terre implique d'immobiliser tout le bipède. Il est important de se rappeler qu'il s'agit d'une embuscade et d'un prédateur à explosion rapide, donc sa stratégie principale serait les attaques à la foudre.
Un sprint rapide et une morsure au cou suffisaient pour abattre un herbivore sans méfiance, comme de gros hadrosaures lents. En fait, tuer la proie en écrasant son cou ou sa tête avec une morsure de plus de 50 tonnes de force lui permet d'économiser beaucoup d'énergie. Pourquoi Ankylosaurus brise-t-il ce modèle? Le problème avec les formules d'attaque traditionnelles des grands prédateurs, c'est qu'Ankylosaurus pouvait offrir une résistance à tous. Ce n'est pas qu'il soit immunisé contre les attaques, mais réussir à abattre l'un de ces spécimens pouvait demander plus d'énergie, d'expérience et de chance qu'avec d'autres proies. Et ce dernier point est important, car un seul coup de la masse caudale de cet animal suffirait à renverser toute la chasse. Avant tout, leur armure dorsale les rend résistants aux morsures venant des flancs. Ce n'étaient pas des structures incassables ni immunisées contre les plaies ouvertes, mais elles pouvaient causer des dégâts en retour au tyrannosaure. De même, on estime que sa priorité n'était pas d'échapper aux prédateurs, mais d'offrir une résistance avec son armure et sa queue. Cela signifie que les poussées et attaques secondaires n'ont aucun effet immédiat ou dévastateur sur la famille des Ankylosauridés. Son centre de gravité est bien réparti grâce à sa largeur naturelle et à sa proximité avec le sol. Et à cela s'ajoute un autre facteur. Cette espèce est naturellement lourde, donc la renverser ou la renverser est une tâche presque impossible. Il n'existe aucun point de prise permettant au T-Rex de retourner ce dinosaure, à moins qu'il ne s'expose à des blessures internes en utilisant sa propre bouche pour soulever l'herbivore du sol. Cependant, il est peu probable que des ankylosaures adultes puissent être abattus de cette manière par des prédateurs carnivores. Cela ne laisse de place qu'à des morsures fortes et précises dans des zones relativement vulnérables, comme les pattes ou la tête. Bien qu'ils partagent avec leurs proches en armure une couverture faible sur leurs membres, ils peuvent être difficiles à atteindre car ils sont très petits. Chercher une opportunité de mordre de pattes expose le T-Rex à la boule de démolition que sa proie portait pour sa queue. Cependant, cela reste une fenêtre sur une opportunité offensive. Les bois de l'Ankylosaurus peuvent aussi être un obstacle, mais leur crâne et leurs petites cornes sont objectivement le seul point faible qu'un grand prédateur peut exploiter sans se blesser. Le risque pour le T-Rex. Cela peut sembler anodin, mais une blessure dans la nature peut être fatale à long terme. Une mortalité accrue si l'on parle du Crétacé. Les blessures et fractures affaiblissent la victime, l'empêchant de bouger, de se reposer, voire de chasser. Et la faiblesse fait de vous proie. Selon les archives fossiles, les experts estiment que de nombreux tyrannosauridés ont commis des actes de cannibalisme et de charogne sur leur propre espèce. Très probablement, les malheureux étaient jeunes ou vieux, ainsi que ceux blessés lors d'une chasse ratée. En lien avec ce conflit, le risque de blessure lors de la chasse à un ankylosaure est très élevé. Les épines peuvent produire des déchirures profondes sujettes aux infections, mais le vrai problème est la masse osseuse. Un seul coup pouvait fracturer le fémur ou la hanche d'un T-Rex, gênant sa capacité à se nourrir à l'avenir. Et les pires scénarios se produiraient si cela touchait directement le visage ou le ventre. Dans le premier cas, cela briserait la mâchoire, les dents et provoquerait une contusion qui pourrait tuer le prédateur en quelques heures.
Et, dans le second scénario, un coup de maillet au ventre, sans protection, entraînerait des dommages internes et directs aux organes vitaux. Autres ankylosaures du Crétacé. La réalité de ce débat est que toutes les espèces de la famille des Ankylosauridés n'ont pas coexisté dans le même espace-temps que le tyrannosaure. Il est certain que l'Ankylosaurus magniventris, le meilleur spécimen par référence, vivait avec ce grand prédateur. Cependant, il existait des proches parents à l'époque de l'apparition du T-Rex qui ont pu assister à son ascension initiale en tant qu'hypercarnivore au sommet, entre 68 et 66 millions d'années. Euoplocéphalus, entre 75 et 70 millions d'années. Euoplocéphalus vivait dans un environnement boisé où il aurait pu former des troupeaux. L'armure corporelle était lourde, ornée de saillies et de plaques osseuses. Même les paupières étaient protégées par une couche de protection. Des bandes de plaques d'armure s'étendaient le long du dos, incrustées dans la peau bronzée. 4 cornes protégeaient le cou et plusieurs rangées d'épines descendaient le long du dos. Malgré sa longueur de 7 mètres et les longues pointes de son dôme, l'absence de protubérance aurait pu l'amener à utiliser sa masse en os comme avertissement initial contre l'agresseur. On sait qu'il vivait avec Gorgosaurus, un tyrannosauride du Canada, un parent pas très éloigné du T-Rex. Anodontosaurus, entre 72 et 67 millions d'années. Un parent contemporain de Magniventris, présent en Amérique et étroitement apparenté à Euoplocéphalus. Leurs ostéodermes variaient en forme et en taille, y compris des formes polygonales et en forme de quille. Le cou était protégé par des demi-anneaux cervicoles formés de scuds fusionnés. Il s'agissait de grands ostéodermes triangulaires, avec de petits ostéodermes circulaires entre eux. De plus, sa masse était plus large que longue, atteignant environ 59 cm de large, avec de grandes et petites plaques osseuses triangulaires complétant une forme en arête de poisson. On sait que cette espèce a dû vivre avec l'Albertosaurus canadien, un tyrannosaure plus petit que le Rex, mais tout aussi mortel. Pinacosaurus, entre 80 et 75 millions d'années. Découvert en Chine et en Mongolie, le Pinacosaurus vivait dans un habitat semi-désertique, sec et aride. Il partageait le temps et le lieu avec un autre de ses parents, les Saechania, et les deux se sont peut-être affrontés pour la nourriture qui y poussait, bien que les plantes qui constituaient la base de leur régime alimentaire ne soient pas connues. Le crâne de Pinacosaurus n'était que partiellement recouvert de plaques osseuses, laissant certaines zones de peau exposées. En dehors de ce trait, son apparence ressemblait beaucoup à celle des autres ankylosaures. Ils partageaient également leur écosystème avec de grands carnivores du Crétacé supérieur en Asie, le berceau de la famille des tyrannosauridés, tels que Tarbosaurus. Nodosaure edmontonia, entre 75 et 70 millions d'années. Nodosaurus n'est pas vraiment un ankylosaure, mais ce sont des parents qui ne diffèrent que par la forme de leur crâne et l'absence de queue osseuse. Les Edmontonia vivaient la terreur des grands prédateurs du Canada avec leurs cousins ankylosaures, mais leurs adaptations étaient différentes. Cela se distingue par les épines orientées vers l'avant sur ses flancs, servant de mécanisme anti-prédateur moyen et grand.
Il pouvait aussi les utiliser pour affronter d'autres individus de son espèce lors de démonstrations de force, où les prétendants s'affrontaient avec des épines et chargeaient les uns les autres, comme le font les cerfs d'aujourd'hui, jusqu'à ce que l'adversaire plus faible se retire. Aurait-il pu affronter le T-Rex, Tarbosaurus, Albertosaurus, Gorgosaurus? Ils étaient de grands prédateurs à leur place et à leur époque respectifs, mais pas de la taille des Tyrannosaurus en termes de poids et de taille. Au mieux, le T-Rex était non seulement plus grand, mais il était au moins 2 fois plus lourd et fort qu'eux. Par exemple, la force du Tarbosaurus a été enregistrée à environ 30 000 newtons, ce qui est bien en dessous de ce que son homologue plus grand peut exercer. C'est un niveau de défi plus élevé auquel ces herbivores cuirassés n'étaient probablement pas préparés. Surtout en tenant compte du fait qu'ils étaient plus petits en taille et en poids que le parent ayant vécu avec le grand tyran en Amérique du Nord. Leur armure pourrait offrir une certaine protection et leur masse représenterait une menace, mais ils ne pourraient probablement effrayer leurs prédateurs qu'avec beaucoup de chance. Le jeune Tyrannosaurus Rex aurait pu être un meilleur adversaire, mais s'il y a des conditions de victoire, le résultat est clair. Ces spécimens plus petits pouvaient difficilement affronter le prédateur suprême du Crétacé supérieur avec leur taille, leur masse plus faible et leur armure inférieure. Pourquoi Ankylosaurus magniventris est l'adversaire idéal? Cette confrontation entre espèces s'est développée tout au long du Mésozoïque, à travers différents taxons. Cependant, seuls 2 acteurs peuvent s'affronter dans ce scénario. Ankylosaurus magniventris est le seul de son espèce à avoir eu une réelle chance de combattre et de survivre face au T-Rex à toutes ses étapes. C'est une version primitive de David contre Goliath. Au départ, il se distinguait par une hauteur supérieure à 10 mètres et un poids d'environ 8 tonnes, ce qui en faisait l'un des plus grands représentants de son espèce. L'ensemble du haut du corps était recouvert de plaques ovales épaisses de matière osseuse, incrustées dans sa peau. Ces plaques longeaient le dos dans les bandes transversales mentionnées précédemment. La tête, le visage et les paupières sont également protégés par de petits coussinets d'armure. Et plusieurs rangées d'épines, d'environ 30 cm ou moins, longeaient le dos avec la présence de cornes à l'arrière de sa tête. L'ensemble complet lui conférait suffisamment d'armure et de dimensions pour affronter avec succès les menaces gigantesques, ce qui a été prouvé dans ses archives fossiles. Des parties vulnérables. Bien qu'il puisse se targuer d'une défense prodigieuse contre toutes les menaces, toutes les parties de son corps n'étaient pas également protégées par la même défense. Un point vital et vulnérable de ce char vivant se trouvait sous toute cette masse blindée d'environ 8 tonnes, son ventre. Chez les magniventris ou gros ventres, il n'y avait aucune protection pour protéger cette zone. L'évolution n'en a pas vu la nécessité, étant une partie très inaccessible. Cependant, le film Jurassic World de 2015 nous montre un cadre particulier digne d'être mentionné. Un Ankylosaurus se défend habilement contre le superprédateur Indominus Rex, qui est incapable de briser son modèle de défense passive. Ce n'est que lorsque le prédateur parvient à retourner l'herbivore avec ses griffes qu'il est complètement exposé à une mort certaine. Bien sûr, une défense rapide
et un retournement léger ne sont pas aussi plausibles dans la réalité, mais le résultat final serait le même. Un autre point faible de notre char vivant est ses jambes, moins blindées en raison du besoin de flexibilité. C'est quelque chose que l'on peut voir dans l'armure médiévale complète, où les zones articulaires avaient peu de protection pour éviter la rigidité. Un excès d'armure réduit la capacité de mouvement et pousse le porteur à investir plus de force et d'énergie pour faire quelque chose d'aussi simple que fléchir un membre. La même logique se reflète dans les pattes de l'ankylosaure, qui est un point faible difficile à atteindre, mais qui reste exposé. En revanche, la tête de l'ankylosaure n'est pas non plus aussi protégée d'une bonne morsure. Bien qu'ils aient des plaques cervicales en semi-anneau, segmentées mais fermement articulées, la protection était réduite pour faciliter la mobilité. Ce lézard blindé ne pouvait qu'espérer que sa tête n'était pas une cible très évidente, contrairement aux tortues qui peuvent cacher leur tête dans la carapace. Bien que la constitution du crâne puisse supporter un certain niveau de pression, la partie inférieure du cou était découverte, rendant une blessure dans cette zone mortelle. Le rôle de la taille corporelle dans la domination des écosystèmes. Lorsque l'on parle du Magniventris comme étant le meilleur exposant de son genre en raison de sa taille, nous nous basons sur bien plus que ses dimensions individuelles. Dans les écosystèmes du Crétacé supérieur, la taille corporelle était un facteur clé déterminant la dominance dans l'environnement. Cela affectait non seulement la capacité de défense ou de chasser, mais aussi la manière dont un animal pouvait se déplacer, accéder aux ressources et rester dans sa niche écologique. Le roi tyran, dont la longueur dépassait 12 mètres, pouvait abattre de grands herbivores, mais la longueur du corps influençait aussi sa stratégie de chasse. Un prédateur aussi long devait évaluer soigneusement l'approche des proies défensives, car le risque de blessure augmentait proportionnellement avec l'extension de l'animal. En revanche, l'ankylosaure, avec un corps large et environ 10 mètres, présentait une autre forme de résistance basée sur la couverture corporelle. Sa longueur et son volume lui permettaient de se protéger tout en déplaçant sa défense passive contre les tentatives de prédation. La taille influençait donc plusieurs aspects clés de la survie. L'extension du corps permettait également d'accéder à des ressources dispersées, telles que la végétation ou les zones d'eau, et d'établir une présence plus efficace sur un territoire. Les petits animaux pouvaient être plus agiles, mais ils étaient moins capables d'influencer directement leur environnement ou de se défendre contre les grands prédateurs. Le Tricératops fonctionne comme un modèle de référence plus général pour comprendre ces dynamiques. Un autre herbivore d'environ 9 mètres de long est capable de se défendre, dont la dimension corporelle offrait des bénéfices clairs de survie dans un écosystème complexe. La comparaison entre espèces nous permet de visualiser comment la longueur et l'envergure des ailes déterminent non seulement la force physique, mais aussi une forte hégémonie territoriale. Comment le risque aurait été perçu chez ces animaux? Dans les écosystèmes naturels, les interactions entre prédateurs et proies sont profondément influencées par la perception du risque. Avant toute tentative de chasse, les deux animaux évaluent généralement la situation. Le prédateur se demande si l'effort et le danger justifient l'attaque, tandis que l'herbivore
interprète les signaux de menace et décide s'il doit fuir, se défendre ou tenir sa position. Ce type d'évaluation mutuelle est courant dans la nature moderne et faisait probablement aussi partie de la dynamique des grands dinosaures du Crétacé supérieur. Pour un prédateur comme le Tyrannosaurus rex, le processus d'évaluation de la proie aurait impliqué sa taille, sa capacité défensive et son comportement immédiat. Ces facteurs peuvent influencer la décision d'attaquer ou de chercher une nouvelle cible. Chez de nombreux prédateurs actuels, ce processus se produit en quelques secondes. Un lion observe un groupe d'herbivores et choisit généralement des individus qui semblent plus vulnérables, évitant ceux qui présentent une plus grande résistance ou risque. Ce principe est également observé chez les loups, qui abandonnent fréquemment une tentative de chasse si la proie s'avère trop dangereuse ou difficile à contrôler. Dans le cas des grands herbivores du Crétacé, la perception du risque jouait également un rôle fondamental. Des animaux comme les grands hadrosaures ou l'ankylosaurus réagissaient probablement différemment selon la situation. Certains herbivores modernes proposent des parallèles utiles. Les buffles africains, par exemple, ne fuient pas toujours les lions. Parfois, ils tiennent bon ou avancent, même pour dissuader le prédateur. Ce comportement n'implique pas nécessairement une confrontation directe, mais une forme de communication qui transmet au prédateur que toute attaque entraînera une réponse. Pour un herbivore fortement protégé comme Ankylosaurus, cette perception du danger aurait pu fonctionner de manière similaire. La présence d'un grand prédateur ne nécessitait pas toujours un vol immédiat. De même, un prédateur tyrannosauride expérimenté et un jeune prédateur peuvent ne pas réagir de la même manière aux signaux d'alerte de leur proie potentielle. L'évaluation mutuelle entre prédateurs et herbivores n'a donc pas toujours conduit au même résultat. De nombreuses rencontres pouvaient être résolues par des signaux d'alerte, des mouvements prudents ou de simples changements de direction. Ce type d'interaction est observé aujourd'hui dans les écosystèmes où de grands carnivores coexistent avec des herbivores robustes, et il est raisonnable de penser que des effets similaires se sont produits chez les dinosaures. Dans ce contexte, la perception du danger fonctionnait comme un mécanisme d'équilibre. Elle donnait aux prédateurs et aux proies la possibilité d'éviter les conflits. Ils ne sont peut-être pas assez intelligents pour anticiper le risque, mais la survie et l'expérience les mèneraient à éviter les dangers futurs. Simulation d'une rencontre fortuite. Si l'on tente de reconstituer un scénario de confrontation, un tyrannosaure adulte pourrait rencontrer un ankylosaurus alors qu'il traverse une plaine partiellement couverte de végétation basse. L'herbivore se déplaçait lentement en cherchant des plantes près du sol, déplaçant son corps lourd à un rythme immobile. Le prédateur détecterait un mouvement à distance et s'approcherait probablement prudemment pour évaluer la situation. De loin, l'ankylosaurus ne semblerait pas être une proie simple. La présence de protubérances en forme de bec et le mouvement de la queue comme menace pouvaient mettre le prédateur en alerte. À cette vue, le tyrannosaure pourrait lentement tourner autour de lui, cherchant des signes de faiblesse ou une autre zone exposée. Pendant ce processus, l'herbivore essaierait peut-être de ne pas perdre de vue le chasseur tout en relevant légèrement sa queue pour respecter l'avertissement. La rencontre pouvait rester dans une sorte de tension silencieuse. Le prédateur
évaluerait l'effort nécessaire pour attaquer un animal aussi protégé, tandis que l'ankylosaurus continuerait d'avancer calmement, gardant sa défense orientée vers l'intrus. Dans de nombreux cas, l'interaction pouvait se terminer sans combat direct. Le tyrannosaure conclurait peut-être que le risque ne l'emporte pas sur la récompense potentielle, surtout s'il y a des proies plus accessibles dans l'environnement. Simulation d'une tentative d'attaque. Dans un autre scénario, le tyrannosaure adulte pourrait décider de tenter sa chance. Après avoir observé l'ankylosaurus pendant plusieurs minutes, le prédateur peut essayer de s'approcher par un angle latéral, où la tête de l'herbivore est tournée à l'extérieur. Profitant d'un bref moment de distraction, le tyrannosaure se déplaça rapidement pour réduire la distance. La cible la plus probable serait le côté du corps ou la base du cou, les zones où la viande est la plus abondante. Cependant, même à cet instant, le char vivant pouvait réagir en tournant lentement mais fermement son corps, essayant de toujours garder sa queue entre lui et l'assaillant. Cette manœuvre limiterait l'accès du prédateur aux zones vulnérables. Si le tyrannosaure tente de mordre le dos ou le côté, la carapace osseuse absorberait une grande partie de l'impact. Leurs dents, capables d'écraser des os, pouvaient arracher des plaques ou endommager les tissus de surface, mais elles ne pénétraient pas facilement les organes vitaux. Face à cet obstacle, et s'il n'a pas été trop blessé par un contact rapproché, le prédateur pourrait chercher à se repositionner pour une nouvelle tentative. L'ankylosaure, en revanche, n'aurait pas besoin de poursuivre ou d'attaquer activement. Cela suffirait à garder sa défense passive orientée vers le prédateur. Cet échange pouvait être répété plusieurs fois, le tyrannosaure essayant différentes approches sans trouver de point dégagé pour une attaque décisive. Simulation de contre-attaque de l'ankylosaure. Si le tyrannosaure s'approche trop, sa proie pourrait répondre avec son arme la plus caractéristique, sa masse écrasante barbue. Le moment critique survient lorsque le prédateur tente de mordre ou de pousser le côté de l'herbivore. À cet instant, l'herbivore pouvait brusquement faire pivoter sa hanche et lancer un balayage latéral avec sa queue. Le mouvement ne serait pas particulièrement rapide comparé à un prédateur agile, mais la masse de la masse compenserait cette lenteur. Si le coup touche la jambe d'un tyrannosaure, l'impact peut causer des dommages graves, fractures, contusions profondes ou perte temporaire de stabilité. Même un impact partiel pourrait forcer le prédateur à s'éloigner en boitant pour éviter d'autres blessures invalidantes. La leçon serait illustrative et douloureuse pour le tyrannosaure après cet échange. Il est très probable qu'il choisisse de garder plus de distance et d'évaluer à nouveau la situation. L'ankylosaurus n'aurait pas besoin de le poursuivre. Leur défense aurait déjà fait son travail, en démontrant que toute attaque frontale comporte un risque important. Simulation de scénario avec un jeune T-Rex. La situation changerait considérablement si l'attaquant était un jeune tyrannosaure. Bien que plus rapide et plus léger qu'un adulte, sa force de morsure et sa masse corporelle restaient limitées face à un géant blindé à part entière. Le jeune prédateur pourrait essayer de s'en approcher plus audacieusement, attiré par l'idée de capturer une proie relativement lente. Cependant, en s'approchant de l'herbivore, il découvrit bientôt que son armure rend de nombreuses attaques directes inutiles.
Les morsures visant le dos ou le côté n'arracheraient probablement que de petites plaques ou une peau superficielle. Pendant ce temps, l'Ankylosaurus gardait sa queue tournée vers l'attaquant. Chaque fois que le jeune tyrannosaure essaie de s'approcher trop, l'herbivore peut répondre par des bâillements défensifs de la masse. Bien que le prédateur puisse éviter certains de ses mouvements, le risque de recevoir un coup direct serait élevé. Un seul coup bien placé pouvait causer une blessure permanente aux jambes ou au torse du jeune tyrannosaure. Si cela ne se produit pas immédiatement, la confrontation se terminerait probablement par le tyrannosaure se retirant après avoir échoué à obtenir de résultats. Pour un jeune individu, l'Ankylosaurus représenterait moins une proie potentielle qu'un avertissement sur les dangers d'attaquer des animaux trop bien protégés. Ce que les preuves scientifiques disent vraiment. Bien que la reconstitution de scénarios à partir de données collectées soit courante en science, il existe des indications qui conduisent à des réalités très spécifiques. Certains fossiles montrent non seulement les restes squelettiques d'un animal éteint, mais aussi une brève histoire de sa vie avant ses derniers instants. Reconstituer ces moments a permis à la science d'examiner de plus près la vie, non seulement de l'espèce, mais aussi de chaque individu ayant habité l'ère mésozoïque. Preuves fossiles. Les preuves d'affrontements directs chez les tyrannosauridés et les ankylosauridés ne sont pas abondantes. Cependant, en 1900, le paléontologue américain Barnum Brown, qui découvrit le premier spécimen enregistré d'Ankylosaurus magniventris, prit 77 ostéodermes lors de l'excavation d'un spécimen de Tyrannosaurus dans la formation Lance du Wyoming. Le célèbre érudit mentionna ces planches dans sa description de l'herbivore, mais pensait qu'elles appartenaient au Grand Rex. Bien qu'aucun autre reste n'ait été trouvé autour d'eux, il est suggéré que les ostéodermes faisaient partie d'une proie chassée ou transformée en charogne par le T-Rex. À l'exception d'autres, comme le Tricératops, un scénario de combat à mort figé à l'état fossile n'a pas encore été découvert par les scientifiques. Cependant, une grande variété d'os et de plaques osseuses d'ankylosaures récupérées dans la formation de Hell Creek dans le Montana a montré des attaques d'un grand prédateur sur cette espèce. Les marques et restes de défense sur les os et des morceaux d'armure sont les preuves les plus courantes qui placent les deux dinosaures dans le même scénario de confrontation. Comme aucun spécimen jeune ou en bon état de l'espèce de Magniventris n'a non plus été trouvé, on suppose que de nombreux restes épars appartiennent à de jeunes proies. Cependant, dans différentes formations des Amériques, des restes d'ankylosaures avec d'autres types de fractures ont été trouvés, situés dans leurs maillets et queues. Les lésions cicatrisées sur leurs formations osseuses indiquent qu'à un moment donné, ils ont eu du mal à se défendre et en sont sortis victorieux. Compte tenu de son prédateur naturel, on suppose que le victime repoussé n'était autre que le tyrannosaure. La plupart de ces découvertes ont été faites à partir du XXe siècle, avec des efforts souvent menés par Barnum Brown dans la première décennie des années 1900. Cependant, de nouveaux paléontologues ont fait davantage de découvertes dans les décennies suivantes et dans différents endroits. Au total, T-Rex et A. magniventris ont été observés dans les formations de Hell Creek
au Montana, Lance du Wyoming, Scollard de l'Alberta et Frenchman de la Saskatchewan. La biomécanique moderne. Comme mentionné plus haut, la force de morsure du Tyrannosaurus rex a été estimée à l'aide de modèles biomécaniques numériques dans une plage de 35 à 57 000 newtons. Cependant, selon des recherches de Carl Bates et Peter Falkingham, complétées par des études du spécialiste des dinosaures Eric Snively, la transmission des forces du crâne au cou du T-Rex montre qu'une attaque complète pourrait dépasser 60 000 newtons. La morphologie dentaire, avec des dents épaisses et une section en D, permettait de mordre l'os sans fracture. Cette capacité à générer une force extrême rendait ce prédateur capable de déchirer et de casser de gros os. Face à cette menace, l'Ankylosaurus déploya un blindage passif extrêmement efficace. Les propres études d'Eric Snively ont déterminé que son dos formait une surface interconnectée capable de disperser l'énergie des morsures de grands théropodes. Les plaques cervicales, en semi-anneau, segmentées mais fermement articulées, protégeaient le cou sans trop limiter la mobilité, fonctionnant comme un bouclier flexible qui répartissait les charges d'impact. Les analyses de Snively ont montré que l'arrangement des ostéodermes et la rigidité du renforcement réduisaient significativement le risque de fracture même sous forte force. Le club caudal servait de défense active à l'Ankylosaurus et a également été analysé en détail par Eric Snively, qui a modélisé numériquement la dynamique de la queue. Les résultats ont confirmé que les clubs pouvaient générer des forces d'impact supérieures à 14 000 newtons. La combinaison d'un manche rigide, composé de vertèbres fusionnées, et d'un large bouton d'ostéoderme courbé et compressé, augmentait l'énergie transmise à chaque poussée. Snively a démontré que même avec des mouvements latéraux limités, la queue pouvait libérer suffisamment de puissance pour dissuader les attaques, renforçant ainsi l'efficacité défensive de l'ankylosaure, tant passivement qu'activement. Interprétation la plus probable. Des preuves fossiles suggèrent qu'Ankylosaurus magniventris et Tyrannosaurus rex entraient parfois en contact, mais les rencontres entre eux étaient limitées et pour la plupart non létales pour les adultes. Il existe des preuves solides, grâce aux efforts de Barnum Brown, pour récupérer les 77 ostéodermes de la formation de l'anse, parmi de nombreux autres ossements au cours des années suivantes. Bien que les marques de morsure montrent que ces herbivores étaient assiégés par de grands théropodes, beaucoup de ces lésions ont été guéries, ce qui indique que les ankylosaures pouvaient survivre. Mais au-delà de cela parvient à éclairer une possibilité au sein de cette chaîne alimentaire. L'idée que les adultes étaient beaucoup moins vulnérables, tandis que les juvéniles ou les jeunes pouvaient être des proies plus fréquentes. Et cela a du sens quand on comprend que les petites proies avaient une formation osseuse beaucoup moins dense. De plus, leur manque de poids leur donnait peu de force pour accomplir de grands exploits avec l'impact de leur queue. C'est un scénario pas très différent de celui qui s'est produit avec les espèces plus petites d'Ankylosaurus, mais avec la différence que la progéniture est beaucoup plus vulnérable. De plus, la chasse aux jeunes et personnes âgées solitaires de cette espèce est moins risquée pour le T-Rex. Il consommerait moins d'énergie et sa nourriture serait presque garantie. En intégrant les preuves fossiles
et la biomécanique moderne, l'interprétation la plus probable est que les prédateurs évitaient autant que possible les adultes en bonne santé. La combinaison d'une armure passive et d'une queue puissante faisait de ces herbivores des proies risquées, où le rapport bénéfice-risque pour un tyrannosaure ne favorisait pas une attaque frontale. Ainsi, les rencontres documentées reflètent davantage de tentatives ratées ou de juvéniles vulnérables que de prédateurs réussis sur des individus pleinement développés, confirmant que la survie de l'ankylosaurus adulte dépendait de sa défense structurelle très efficace. Un roi du Crétacé pourrait-il survivre à une extinction massive? Lorsque le Crétacé était à son apogée, le monde connu des herbivores et des carnivores changea à jamais. Un astéroïde gigantesque a frappé ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique, déclenchant une série de catastrophes qui ont marqué la fin de l'âge des dinosaures. Le choc a libéré une énergie inimaginable, équivalente à des millions de bombes nucléaires, provoquant des incendies mondiaux qui ont dévasté forêts, prairies et zones humides. Immédiatement, d'énormes tsunamis balayèrent les côtes, traînant sédiments et restes d'êtres marins et terrestres. Mais les dégâts ne s'arrêtèrent pas là. L'impact a soulevé des nuages de poussière, de cendres et d'aérosols qui se sont répandus dans toute l'atmosphère, assombrissant le ciel et bloquant la lumière du soleil pendant des semaines, voire des mois. Le refroidissement global, après l'explosion, a ajouté un autre coup. Les températures ont chuté brutalement, affectant la reproduction et la survie des dinosaures. L'effondrement environnemental n'a pas été uniforme. Dans certaines régions, les incendies se sont combinés à des sécheresses et des tempêtes de poussière, tandis que dans d'autres, le froid et l'obscurité ont retardé la récupération des écosystèmes. Sans lumière, la photosynthèse s'est arrêtée, les plantes ont cessé de pousser et les écosystèmes ont commencé à s'effondrer. L'ankylosaurus a perdu sa source de nourriture, tandis que le Tyrannosaurus rex a souffert indirectement en constatant que la disponibilité des proies diminuait. Le manque de nourriture affaiblit non seulement les adultes, mais compromettait aussi la survie des jeunes, provoquant une chute rapide des populations. Les petits animaux, avec des régimes spécialisés, disparaissaient encore plus tôt. Le problème pour l'ankylosaure. S'il y a une chose importante à noter, c'est qu'être un herbivore géant et blindé implique aussi de graves problèmes de remplacement d'énergie. Les ankylosauridés étaient adaptés pour se nourrir de grandes quantités de végétation basse et arbustive. Son métabolisme, relativement élevé pour un animal de sa taille, nécessitait un approvisionnement constant en plantes pour maintenir son poids. En gros, c'était une famille de lézards étroitement liée à la disponibilité de ressources abondantes et stables. La rareté des plantes due au manque de lumière a d'abord affecté les herbivores les plus grands et les plus spécialisés. Et l'ankylosaurus ne faisait pas exception. Leur alimentation basée sur de grandes quantités de matière végétale ne pouvait plus soutenir de grandes populations. Les individus adultes qui nécessitaient plus de nourriture étaient les premiers à souffrir des effets de la diminution des ressources, tandis que les juvéniles mouraient de faim ou tombaient sous la proie de prédateurs affamés. L'impact de cette pénurie fut plus profond que toute menace de prédation.
Leurs adaptations parfaitement défensives étaient inutiles face au manque de nourriture. De plus, la réduction de la végétation limitait non seulement l'alimentation quotidienne, mais affectait aussi la reproduction et la cohésion des populations, compromettant la continuité de l'espèce dans le temps. Dans ce contexte, Ankylosaurus a fait face à un défi qui allait bien au-delà des prédateurs: survivre à un écosystème effondré. Le problème pour Tyrannosaurus rex. Le T-Rex a rencontré le même problème que d'autres espèces géantes, 9 tonnes conçues pour chasser de grands herbivores, mais il n'y en avait nulle part. Sa taille et sa force énorme lui permettaient de dominer la chaîne alimentaire, mais il nécessitait aussi une grande quantité de nourriture pour soutenir son métabolisme et maintenir son activité, ce qui en faisait l'un des animaux les plus dépendants des ressources du Crétacé supérieur. L'effet domino qui provoquait la rareté des herbes comestibles poussa le T-Rex à faire des efforts supplémentaires pour chasser et rivaliser pour la nourriture. Et il n'est pas exclu qu'il ait eu recours au cannibalisme et à la consommation plus active de charognes. De même, la réduction des proies et les conflits avec des prédateurs de sa propre lignée l'empêchaient de maintenir des populations stables. Les chasses ont dû devenir de plus en plus imprudentes et moins rentables, augmentant encore le risque de mortalité et d'épuisement énergétique. Bien que le Tyrannosaurus rex fût un chasseur efficace, ses adaptations en force, en morsure et en vitesse n'offraient aucun avantage face à l'effondrement généralisé des ressources. La domination dans l'écosystème, fondée sur son rôle de prédateur suprême, est devenue insoutenable lorsque la base de la chaîne alimentaire a disparu. Qui a survécu au-delà de l'extinction? Les archives fossiles montrent que Tyrannosaurus rex et Ankylosaurus magniventris apparaissent pour la dernière fois dans les strates du Crétacé supérieur, en particulier dans des formations telles que Hell Creek et Lance. Dans les sédiments du Paléogène ancien, au-dessus de ces couches et plus tard au Crétacé, il n'existe aucune preuve de leur présence. L'interprétation paléontologique suggère que l'extinction a été soudaine, survenant durant la période où la météorite a percuté. Il n'existe pas de preuves solides pour soutenir la survie ultérieure d'individus isolés, ce qui indique que la sélection naturelle n'a pas favorisé les prédateurs les plus puissants, ni les herbivores les mieux armés. L'effondrement de l'écosystème a affecté toute la chaîne alimentaire, et les archives fossiles confirment que la disparition de ces dinosaures s'est produite presque simultanément avec la perte de leur environnement de vie. En théorie, certains chercheurs ont évoqué la possibilité que de petits abris écologiques puissent permettre une survie temporaire après la catastrophe. Des zones localisées avec végétation protégée ou microclimat favorable ont pu soutenir brièvement des individus isolés. Cependant, ces idées restent dans le domaine de l'hypothèse, sans preuves fossiles pour les soutenir. La viabilité de cette survie est assez irréaliste pour plusieurs facteurs. Premièrement, les deux individus étaient d'énormes animaux, avec des besoins énergétiques très élevés, qu'un petit refuge ne pouvait pas couvrir. Leur lente reproduction et leur dépendance aux ressources abondantes rendaient la continuité des populations encore plus difficile. Même si certains individus parvenaient à survivre des semaines ou des mois après l'impact,
la rareté alimentaire et la perturbation générale des écosystèmes rendaient toute survie prolongée extrêmement improbable. C'est le même dilemme qui a amené beaucoup à croire à l'existence d'un plésiosaure survivant dans les lacs profonds d'Irlande, une théorie impossible sans un écosystème pour le soutenir. La conclusion de ces analyses est claire. Bien que l'idée d'abri temporaire soit théoriquement possible, la survie prolongée des deux géants est hautement improbable. Et ils ne pourraient pas développer d'adaptation d'urgence pour faire face à de tels changements brusques. Et avec ce qui a été dit ci-dessus, nous ne voulons pas dire que la survie de l'événement d'extinction massive était impossible. En fait, la seule branche de dinosaures qu'il a fabriquée était celle des oiseaux, descendants de petits théropodes. Leur survie s'explique par plusieurs avantages: petite taille, régimes alimentaires flexibles et cycles de vie rapides, favorisant leur tolérance aux changements climatiques et écologiques, ainsi que leur reproduction. Ce n'est pas la fin pour un roi, mais pour tout un royaume. Le T-Rex et l'Ankylosaurus représentent deux stratégies de survie extrêmes. Le premier était lié à la domination de son écosystème par la force et la chasse, et le second à la protection par une armure et une queue puissante. Pendant des millions d'années, chacun est resté au sommet de sa niche respective, dans un écosystème complexe et équilibré prospère. C'est à ce moment-là que l'événement d'extinction massive est arrivé et a agi en tant que juge impartial, évaluant la capacité des deux géants dans les mêmes conditions extrêmes. Malheureusement, aucun d'eux n'a pu s'adapter au manque soudain de ressources et aux puissants changements écologiques. La force, la taille, la défense ou l'agressivité, qui ont longtemps déterminé son succès, ont cessé d'avoir de la pertinence face à un changement mondial qui ne faisait pas de distinction entre prédateurs et proies. Ce jugement neutre illustre quelque chose d'important pour ce débat. Bien que tous deux aient été puissants dans leur rôle, nous ne pouvons pas déterminer un roi du Crétacé par sa capacité à survivre face à l'extinction, car cet événement a effacé toutes les différences d'avantage. La véritable mesure de leur dominance doit être évaluée dans leur écosystème habituel, où la disponibilité des ressources, les interactions avec d'autres espèces et leurs stratégies spécifiques ont défini leur succès et leur hiérarchie. Ainsi, l'effondrement final n'aide pas à déterminer qui était au-dessus de l'autre, mais souligne que tous deux étaient liés à un royaume complètement effondré. Alors, qui a vraiment dominé? Nous sommes déjà proches de la réponse définitive. Après avoir analysé l'écosystème crétacé à partir des critères établis au début, la question centrale revient plus clairement. Qui était le véritable roi du Crétacé? Les deux animaux se sont spécialisés dans des stratégies très différentes au sein d'un même système écologique. L'un occupe le sommet en tant que prédateur suprême. L'autre est parmi les herbivores les plus difficiles à tuer. Résumons ces deux perspectives du domaine écologique avant d'arriver à notre évaluation finale, de laquelle des deux se rapproche le plus du titre de roi. Le Tyrannosaurus rex était clairement au sommet de la chaîne alimentaire. Aucun autre prédateur dans son environnement ne représentait une réelle menace pour un adulte, ce qui lui permettait de se concentrer sur la plus grande proie du paysage. Depuis cette position, son influence s'étendait bien au-delà de chaque chasse. De grands herbivores devaient vivre avec sa présence
et ajuster constamment leur comportement face à un hypercarnivore capable d'abattre les animaux les plus redoutables de son époque. Le T-Rex ne participait pas seulement à l'écosystème, structurer ça. Cependant, occuper le sommet de la chaîne alimentaire ne signifiait pas avoir le pouvoir d'attaquer sans distinction tout animal qui se trouvait sur son passage. Même un prédateur de cette taille devait apprendre à évaluer les risques face à des herbivores mieux défendus, comme les chars blindés du Crétacé. Pour cette raison, on peut dire sans risque que leur proie prédominante, Ankylosaurus, elles étaient seulement des individus jeunes, affaiblis ou isolés. Parallèlement, sa position dans l'écosystème rendait ses propres prédateurs pratiquement inexistants. Un Tyrannosaurus adulte n'avait pas de rivaux naturels capables de le chasser régulièrement. Les véritables menaces étaient concentrées dans les premiers stades de leur vie ou dans des situations de vulnérabilité extrême, telles que des maladies ou des blessures. Cela renforçait sa maîtrise écologique. Non seulement elle pouvait chasser les plus grands herbivores de l'environnement, mais elle avait rarement à craindre de devenir elle-même une proie, même à la fin du Crétacé, lorsque l'extinction a commencé à déstabiliser les écosystèmes. Cette position lui a peut-être offert un avantage temporaire. Tant que des populations d'herbivores étaient disponibles, ces prédateurs avaient toujours accès à la nourriture. Cette dépendance directe envers d'autres espèces signifiait que leur destin était lié à l'effondrement global de l'écosystème. Mais cela suggère aussi que des animaux comme le T-Rex ont pu survivre au-dessus des autres. Contrairement à la domination basée sur la prédation, Ankylosaurus exerçait son influence sur l'écosystème grâce à sa défense naturelle redoutable. Les individus adultes étaient des proies extrêmement dangereuses et une compétition difficile pour d'autres herbivores de leur taille à surmonter. Il était capable d'intimider, défendre et contre-attaquer presque toutes les menaces, s'en sortant indemne dans de nombreuses situations. Cela lui conférait une domination naturelle sur les ressources écologiques nécessaires à sa survie, telles que les pâturages et les zones de reproduction. Malgré ses vertus, il n'était pas invincible en permanence, les plus jeunes blessés et leurs parents isolés étant des proies fréquentes du tyrannosaure. Elle n'était pas non plus totalement exempte de prédation par d'autres carnivores. Bien que sa taille, son armure et sa capacité défensive aient fait que de nombreuses rencontres avec des prédateurs se terminaient sans blessures graves, il restait encore plus bas dans la pyramide alimentaire. Il avait clairement une prédominance plus grande que les autres espèces, avec une famille très diversifiée à l'ère mésozoïque. Cela leur a permis d'adapter de nombreuses adversités dans l'environnement et à favoriser un style de survie passive. Cependant, lorsque l'extinction massive était présente, les herbivores adaptés à une écologie stable comme celle-ci ne pouvaient en aucun cas survivre. Avec les lézards spécialisés, il a dû être l'un des premiers à disparaître silencieusement de la surface de la Terre. La réponse finale. Le débat autour de ces deux géants du Crétacé nous a laissé un vainqueur clair. Le Tyrannosaurus rex s'impose avant tout comme le roi de son époque. Sa position au sommet de la chaîne alimentaire lui donnait un accès exclusif aux plus grandes proies de l'écosystème, et sa domination sur les autres carnivores était presque parfaite. De plus, leur présence exerçait une influence constante
sur la répartition des herbivores et la dynamique générale de l'environnement, assurant la prédominance exercée par la famille des tyrannosauridés pendant des millions d'années. Peut-être que si les ankylosaurus étaient plus grands ou avaient des habitudes de troupeau confirmées, la situation serait différente. Cependant, nous ne pouvons pas détourner l'attention de ce qui est probablement le plus grand représentant parmi les herbivores défensifs. Leur armure et leur taille ont dû évoluer après des millions d'années de coexistence avec de grands prédateurs. Et si leur survie stable parle d'elle-même, le registre fossile ne libère pas leur espèce des chaînes de la chaîne alimentaire. De même, sa dominance, bien que notable chez les herbivores, n'a pas laissé d'impact structurel équivalent à celui d'un prédateur suprême, et son influence sur la dynamique générale de l'écosystème était limitée et situationnelle. Par conséquent, le titre de roi du Crétacé correspond clairement au T-Rex, mais consolide notre puissant char blindé comme un candidat principal pour le titre de roi des herbivores. Un débat que nous pourrons avoir une autre fois.